live. On est en live. Salut Enzo. Salut Enzo. Alors, je vais ouvrir. Je vais juste expliquer 2-3 choses. Pour tous ceux qui arrivent sur le live maintenant, il y a un décalage et on n'est pas tout de suite en ligne normalement. Il me faut le temps de valider. Donc, c'est normal si vous arrivez et qu'il y a un décalage. Donc, aujourd'hui, Enzo, en direct, je vais te demander quel est le titre que tu veux qu'on donne à cette vidéo. Mais tu peux le définir en amont, ça, non? Ah, ou c'est son petit jeu, c'est comme ça. Non, c'est mon petit jeu. Vas-y, dis-moi comment tu veux qu'on appelle cette vidéo. Alors que je veux préciser que tu sais absolument pas de quoi on va parler. Hein. Ah bah non, non, complètement pas. Alors définis-toi, vas-y, définis-toi. Nos discussions, alors ça parle de moi ou ça parle de nous? On va parler business ce soir. On va parler business. Bah si on se base sur ce que je viens de te dire, c'est comment se construire, mourir et renaître. Comment professionnaliser son activité. Bon, alors attends. Comment construire Attends. Moi je vais faire un titre. Voilà. Comment construire un empire du web. Non, peut-être pas. Comment construire un business rentable. Ça te va ça? Un empire du web. Il y a une idée derrière. Hein. Il y a une idée derrière. Allez, un empire du web. Allez, les premières idées sont souvent les meilleures. Parce que dans tous les cas, t'as une vraie vision de maçon, toi. Tu construis tout. Moi, je suis un constructeur. Ça y est, on est en live. Ouais. C'est officiel, on est en live. Pour tous ceux qui arriveraient maintenant, je vous indique qu'il y a un avant-live qu'il faudra voir qui est intéressant. Alors là, je me mets en live aussi sur Instagram parce que moi, je fais des triplex en fait. J'aime bien. Donc, alors, Restream, ça s'appelle. Ouais. Restream. J'utilise ça. Le problème, c'est que hier, ça a bugué sur Facebook, ça bug un peu sur Twitch. En fait, moi, si tu veux, rien n'est connecté. Moi, tout est connecté indépendamment. Et donc, pendant nos discussions, ne t'en fais pas si tu me vois dire à des moments, rejoignez-nous sur YouTube. C'est normal. Ça fait partie du folklore, Enzo. Bon, salut Dups. On a commencé à avoir les premières personnes qui arrivent. Salut Chocopulse, salut à tous. Donc il y a des habitués. Bon, tu vas être. Je vais les découvrir. Tu vas les découvrir et c'est moi qui vais ouvrir un petit peu, si tu veux bien, le live pour te situer et pour que tout le monde comprenne pourquoi tu es là. Parce qu'il y a quand même une histoire derrière que j'ai envie de raconter. Ça me fait plaisir de la raconter, Enzo. Donc j'y vais. Allez. Donc bonsoir à tous. Ce soir on est avec Enzo Honoré et donc Enzo, en fait, j'ai envie un peu de vous raconter comment on s'est connus, façon de parler, parce que c'est une histoire qui est drôle, je trouve. Donc en fait, Enzo s'est lancé sur Internet et il a tout simplement, comment je vais dire, t'as fait des vidéos en fait, et ses premières vidéos. Ça va le faire rire, mais j'ai besoin, et ça va vraiment ancrer et lancer notre débat. Ses premières vidéos, c'était une chaîne sur de l'immobilier. Donc ça veut dire que Enzo Honoré a fait des premières vidéos en racontant les aventures de l'achat d'un appartement. Donc, mesdames et messieurs, la personne que vous voyez ce soir ici a commencé par être un investisseur immobilier comme tous les membres de la famille que je représente aujourd'hui, la famille des investisseurs immobiliers. Et donc, fatalement, en jeune loup de l'immobilier, j'ai sur YouTube et j'ai suivi ses aventures. Et alors, il était en mode un petit peu, ne prends pas mal Enzo, mais c'est la réalité, tu faisais un peu ce qu'on faisait tous à l'époque. Donc du coup, je ne voyais pas ça d'un œil forcément ni mauvais ni bon. D'ailleurs, je regardais ça comme on regarderait un concurrent. Sauf qu'il y a une chose que je veux dire et reconnaître, c'est qu'il avait une putain d'énergie, qu'il a toujours d'ailleurs, et que j'ai bien aimé parce que je pense que je me suis un peu reconnu en elle, tu vois. Et puis voilà, j'ai vu sa chaîne, il a fait évoluer sa chaîne. Sans être forcément abonné ou pas, des moments j'étais peut-être abonné, d'autres pas, je l'ai toujours suivi en fait. Et je lui ai dit longtemps après. Et un jour, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. C'est vrai. On a parlé. Et puis un autre jour, mais en sachant que les jours que je vous décris sont assez espacés, on s'est retrouvés encore au même endroit, au même moment. Et il y a eu comme ça 3 jours d'affilée qui ont débouché sur des interviews, des discussions, des soirées qui se sont finies à pas d'heure. Et en fait, on s'est apprécié, quoi. Complètement. Voilà. On s'est apprécié et moi, j'ai même en tête une discussion très tardive, une discussion très nocturne, dans lequel effectivement, on allait beaucoup plus en profondeur. Bye, mi amor. On allait dans une discussion beaucoup plus en profondeur. Sur justement un petit peu. Alors, moi, pour que vous le sachiez, j'aime tout ce que les gens ne voient pas. Tout ce qu'il y a derrière YouTube, tout ce qu'il y a derrière les placards des entrepreneurs, toutes les discussions que les gens n'osent pas avoir.
face caméra ou dans des événements, etc. Moi, j'adore tout ça parce que je voulais la vérité, je voulais comprendre vraiment ce qui se passait derrière. Et c'est un sujet sur lequel, vous le savez certainement, mais notre cher Nicolas n'a pas sa langue dans sa poche et n'a pas la langue de bois. Et donc, on a pu avoir des discussions très profondes sur le fondement même de l'entrepreneuriat, pourquoi tu entreprends, pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui te motive. La réalité par rapport à tes rêves, le décalage qui se passe entre tes envies au quotidien et entre guillemets la frustration de la réalité pour des rêveurs comme nous et toutes mes remises en question en fait à ce moment-là où je me cherchais vraiment d'un point de vue identité, d'un point de vue activité et c'était des discussions très intéressantes de haut vol même je pourrais dire et c'était un vrai plaisir de les avoir avec toi. Alors effectivement tu dois être un des rares qui se souvient que les premières vidéos étaient de la chasse immobilière. Je faisais un peu ce que faisait tout le monde certainement. J'essayais surtout de faire quelque chose à l'époque, de souvenirs. C'était très bien, c'était pas un reproche, c'était très bien. Ah non, mais bien sûr que je le prends avec beaucoup d'amour. À l'époque, je lance ma chaîne YouTube, j'ai envie de partager mes aventures, qui est de quitter le salariat pour entreprendre et puis vraiment créer cette vie libre et riche dont j'ai envie. À l'époque, je travaillais comme salarié dans le milieu de l'informatique, je vendais des sites internet et des applications mobiles et je bossais avec un mec un peu cinglé qui s'était lancé dans l'immobilier sans vraiment y connaître grand-chose et qui m'envoyait, moi, qui en connaissais encore moins, faire des visites et acheter des apparts. Et je filmais ça pour le repartager. Et donc, effectivement, au début, on a parlé d'immobilier, j'ai amené des gens en visite, j'ai acheté mon premier appartement immobilier pour me prouver que ça marchait. Est-ce que tu l'as toujours ? Alors là, je vous pose la question en direct parce que je t'ai incité à le garder. Je l'ai gardé. Merci, Enzo. Je l'ai gardé. Maintenant, il me coûte un peu parce que j'ai changé la manière de le... Alors, à l'époque, pour me donner un peu de contexte, j'ai acheté un appartement qui vaut 45 000 euros, que je louais 350 euros et qui me coûtait 261, charges comprises. En gros, tu enlèves 400 euros de charges tout cumulé à l'année, machin, il me reste 400 euros par an. Autant te dire que c'est pas avec ça qu'on va bouffer. Sauf que ça rembourse 4 000 euros de crédit par an. Et puis c'est de l'argent que tu dépenses pas, etc., etc. Bref, toutes les bonnes raisons d'avoir le truc qui tourne. Sur lesquelles j'ai appuyé quand tu avais décidé de t'en séparer. Exactement. Et moi, je me suis dit, ouais, mais regarde, ça fait 2 ans, ça vaut rien, 45 000 balles, je gagne beaucoup plus avec mon activité. Alors, attends, c'est le sujet de ce soir, va pas trop vite. En tout cas, il y avait cette vraie discussion et finalement, effectivement, je l'ai gardé, j'ai toujours cet appart. Je l'ai mis dans un mode de location qui me rapporte un peu moins, qui est la location auprès d'une association qui loue à des handicapés. Donc en fait, j'ai un bail genre de 7 ans et ils s'en occupent complètement avec toutes les assurances qui vont avec s'il y a des dégâts, c'est eux qui prennent en charge et tout ça. Sauf qu'effectivement, le loyer est moindre. Ça couvre tout juste mes crédits. Et par contre, j'ai un petit peu d'argent à mettre typiquement pour payer En gros, ça me coûte la copro, quoi. Voilà. Oui, ça te coûte tu payes les frais de copro, mais après, le paradoxe de cette situation, c'est que malgré tout, tu capitalises. Et c'est quand même... Je capitalise. Voilà, par rapport à ton activité, ça a une vraie valeur. On va y venir. Avant qu'on y vienne, une seconde, je précise à tous ceux qui sont sur Instagram et sur Facebook, je vous mets un lien pour aller sur YouTube pour que vous puissiez voir l'invité ce soir qui est Enzo Honoré. Voilà. Donc... ce que je voulais te dire, là maintenant on revient sur le sujet de départ, c'est tu capitalises. Attends, voilà, j'ai perdu ta tête, j'ai besoin de te voir. I'm there. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Ce qui est intéressant, ce par quoi on va commencer, pourquoi d'abord tu avais choisi l'immobilier ? Ça m'intéresse vraiment, j'aimerais vraiment que tu en parles ce soir. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Tu le sais. Non, mais les gens ne le savent pas. On a déjà fait une vidéo. Mais dis-le là ce soir, qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans l'immobilier ? Quand j'ai commencé, moi je suis un jeune gamin de banlieue entre guillemets. Je viens du nord de la France, une petite ville à côté de Denain. On avait le meilleur taux de smicard et le meilleur taux de chômeurs en France, etc. Avec Roubaix. Je viens d'un milieu où on ne manque de rien, mais on rêve de tout. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un toit, j'ai toujours eu à bouffer. Mes parents ont toujours travaillé, on fait 30-40 ans dans la même boutique. En gros, mes 2 parents cumulés gagnent 3 000, 3 500 euros par mois. Donc ça va, tu manques de rien, ils sont propriétaires de leur maison. T'as tout, mais tu rêves de tout. C'est-à-dire tu manques de rien, t'as à bouffer, t'as l'amour, t'as machin, mais du coup tu rêves de tout. Moi je veux tout ce que les autres ont, tu vois, comme un peu dans beaucoup de strates de la vie, j'ai l'impression. Et c'est justement le stade le pire selon moi parce que c'est le stade dans lequel tu peux pas te plaindre.
C'est le stade où tu peux que fermer ta gueule et être reconnaissant de ce que tu as. Et tu peux rien dire à personne. Et c'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans l'entrepreneuriat, ça. Et à ce moment-là, je rêve de tout. Donc, je rêve de devenir ce type en costume sur mesure, italien, blindé de confiance en lui. Quand il rentre dans une pièce, tout le monde le regarde. Et d'accéder à ces hautes tours de Manhattan avec des business meetings, avec des business travel, avec des gros chèques à encaisser. Je pense que petit, j'ai dû dire un jour, mon métier sera de prendre des avions, d'encaisser des chèques et de repartir. Et bref, je voulais devenir riche, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé, donc j'ai quitté l'école en 3e année d'école d'ingénieur parce que je me suis rendu compte que j'étais plus à ma place et que je faisais plus de business que ce que j'allais en cours. Et donc, j'ai décidé de le faire vraiment. J'ai pris une formation de commercial, j'ai commencé en alternance et j'ai commencé à bosser. J'ai fait 2 ans avant de me faire, avant de partir pour une autre boîte sur Paris. Auquel je signe au SMIC, entre guillemets, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de primes, beaucoup de variables. Et donc, je quitte un job dans lequel j'avais une Mercedes de fonction, dans lequel je gagnais 2 000 € par mois. J'étais chez mes parents. En gros, j'avais une belle petite vie pour un mec de 22 ans. Et je quitte tout pour un SMIC parisien avec un appart dans le 93 à 1 heure de mon job tous les jours. Par contre, avec un variable énorme. Et quand je signe mon CDI, je dis à mon boss, dans 3 mois, tu me donneras 5 000 balles par mois. Ouais, et je voulais devenir riche, quoi, en gros. Et en fait, tu comprends vite quand tu t'intéresses un peu à l'argent, à la richesse, aux gens les plus riches du monde, que argent égale immobilier, que richesse égale immobilier et que la majorité des gens, typiquement un mec comme Arnold Schwarzenegger, qui a une des premières interviews, qui a une des premiers biographies que j'ai étudié sur ma chaîne YouTube à l'époque, j'étais sur la Costa Brava en Espagne, je suis dans les rues, ça doit être la première vidéo que je fais avec ma perche à selfie et mon téléphone. Et je parle de cette biographie de Schwarzenegger. Schwarzenegger est devenu millionnaire en immobilier avant de devenir millionnaire dans quoi que ce soit d'autre. Et donc, je fais la corrélation avec l'immobilier. Et je me dis, OK, il faut que je comprenne comment ça marche, il faut que je m'y intéresse. Si l'argent est là, il faut que j'aille là. Voilà. Donc, tu vas dans l'immobilier pour l'argent. Je vais dans l'immobilier parce que pour l'argent. Pour l'argent, ça se passe comme ça. Ça se passe que j'arrive dans cette boîte à Paris et je vais créer une relation assez fusionnelle avec le mec. Et le mec, en fait, au moment où je le rencontre, en gros, il atteint l'indépendance financière. Il peut arrêter de bosser et vivre à Paris toute sa vie sans plus avoir à bosser. Sauf que c'est un type qui en veut toujours plus. Et il vient d'acheter 2 appartements aux enchères dans les 6 derniers mois qu'on parle. D'accord. Il vient de mettre ses premiers locataires dedans. Et donc, toi, tu veux faire partie de ça, toi? J'entends qu'il parle de ça. Et donc, à un moment donné, je vais le voir et je lui dis ça m'intéresse. Comment je fais? Je veux bosser pour toi là-dessus. Et en fait, à ce moment-là, on fait un deal où il m'a dit OK, je vais te faire participer, quoi. Sauf que ça sera tous les jours après 21h. Et tu n'auras pas le droit de parler d'immobilier pendant la journée. D'accord. Donc, en gros, le deal, c'est que je voulais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais lui dire voilà, je ne souhaite pas être rémunéré. Par contre, je veux être sur l'intégralité des deals que tu vas passer. Et alors donc tu rentres dans l'immobilier, tu fais ton truc à toi aussi, du coup à un moment donné tu t'achètes ton appart à toi, tu fais tes choses à toi. Exactement. À quel moment tu te dis finalement je gagne pas tant d'argent que ça en immobilier? Moi, que je me dis ça à moi. Eh oui, parce qu'il y a un moment donné, tu as quitté l'immobilier. Pourquoi? Alors, est-ce que peut-être que je vais trop vite, mais est-ce qu'il y a un moment donné, tu dis que tu gagnes pas assez ou est-ce que tu te désintéresses parce que tu chopes pas le virus? Non, ça n'a jamais été mon activité principale en fait, ça n'a jamais été ma source d'inspiration première. Dans l'immobilier, en grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à faire des achats aux enchères. Donc, on va acheter plusieurs appartements à la file en immobilier et je vais être sur les dossiers. Je vais faire des visites, on va revendre des appartes et on va mettre des gens en location après avoir réalisé des travaux. Mais je vais toujours faire ça pour lui, pour le boss. Et je vais toujours faire ça avec une vision d'apprendre et de mettre les pieds dedans et d'élargir mon pôle de connaissances, jamais vraiment d'en vivre. Je vais quand même prendre une claque énorme quand on va gagner quasiment 25 000 € sur un dossier que je vais gérer tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, je vais quasiment acheter 1 200 € du mètre avant travaux en banlieue parisienne à 5 minutes du métro. Et je vais réaliser un truc que même peut-être la majorité des gens qui nous écoutent vont dire c'est impossible. Et moi-même, je ne savais pas que c'était possible et j'y comprenais rien. Et en gros, on achète un truc... 22 000 post-travaux, 45 ou 48 post-impôt, machin, on va revendre à 80 quelque chose. Et donc, je vais générer en 2 semaines, genre, parce que le deal a duré maximum 2 semaines, 20 000 balles.
Là, ça va exploser une durite dans ma tête. Mais ça fera jamais la décision de je vais me lancer à fond dans l'immobilier. Et donc, jamais j'ai eu cette décision de me dire let's go, tu vois. Pourquoi? Ça va toujours être le business, l'internet. Pourquoi? Qui vont, Pourquoi, Enzo? Pourquoi? Dis-nous-le. Je sais pas, une envie de voyager, une envie de me barrer, peut-être un manque de. Peut-être cette vision de c'est la solidité et moi je vais peut-être pas avoir envie de créer de solidité à ce moment-là dans ma vie. Peut-être. Tu y viendras un jour? Ah, j'y suis déjà. J'y suis déjà. Alors, bon, question un peu drôle, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce que tu es capable de faire sur le web, c'est à la même échelle réalisable en immobilier? Je pense que c'est réalisable dans tout ce qu'on veut créer dans la vie. D'accord. Tes relations, ton business, ton truc, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une façon de comprendre les choses, c'est une perception. Je pense que tu peux résumer ça à une chose très simple. C'est ta capacité à percevoir un problème et comment est-ce que tu vas interagir et réagir à ce problème. Et ça, dans tous les domaines de vie. Et c'est très drôle, mais je vais te partager quelque chose, je pense que j'ai jamais partagé nulle part. Si un jour tout se casse la gueule, si un jour je perds tout, d'une façon ou d'une autre, je me suis toujours dit que ce plan est un vrai plan. J'ai un fichier Evernote avec ce plan et genre j'ai mis du sang dessus, tu sais, j'ai imprimé la feuille, j'ai mis du sang dessus et je me suis juré de le faire. Si un jour je perds tout et je ne suis plus du tout bankable sur ce que je sais faire, sur ce que je fais, je me suis toujours dit je rentre en France. Je fais 3 fausses fiches de paye à 3 ou 4 000 balles, ou même des vraies fiches de paye qu'on saurait négocier parce que j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs. J'emprunte 100 000 euros dans 10 banques différentes, j'emprunte 1 million, j'investis tout et je repars comme ça. C'est mon plan de redémarrage, tu vois. Oui, mais attends, un peu en mode bandit. T'investis tout dans de l'immobilier ou tu te barres avec de l'argent? Ah non, j'investis tout en immobilier et je repars avec cette vision-là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Je prends du kiff dans ce que je fais et je veux vraiment... Je pense que ce que je suis en train de construire aujourd'hui, c'est ma destinée. Alors, ça peut paraître cheesy à mourir, mais c'est ce que je vis en ce moment. Et je veux focaliser l'intégralité de... Je veux y croire, tu vois. Je veux croire en mon rêve. Ouais, donc aujourd'hui, tu veux ne faire que du web avant de faire autre chose. Ouais, plus que du web aujourd'hui, même ça a encore évolué. Je ne veux faire que de l'accompagnement, que de la transformation de moi-même. Que du développement de moi, que comprendre ce qui me fait prendre des décisions, comprendre ce qui me fait vivre, comprendre ce qui me rend heureux, ce qui me fait vibrer. Je ne veux faire que ça tous les jours et je le fais en le partageant en fait. Ok. Et c'est ça que je veux faire au quotidien. Alors, tout le temps. J'ai une question déjà que je vais te poser. Posez vos questions, hein, je les poserai après. Tu vas déjà répondre à celle-là qui est assez intéressante. Gabi nous demande. Alors bonsoir à tous. Dups, j'ai vu ton message. Salut François. Il y a François qui est avec nous. Je pense que tu l'as vu. Et oui, on fera aussi un live ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors Gabi nous demande pourquoi es-tu parti de la France, Enzo? Honoré. Bon. Premier point, le rêve, je pense. Ah. Mon premier truc à moi, c'était de voyager. C'était le rêve de liberté, c'était le rêve de voyage, c'était le rêve de l'entrepreneur nomade. Il faut comprendre un truc, c'est que je pars à Paris avec ce rêve et 3 mois plus tard, je vais gagner mon challenge. Il va me faire une prime de 5K et je vais exploser mon seuil de revenu très très rapidement. Et du coup, en fait, à ce moment-là, genre le Noël d'après, je vais me retrouver dans un cas de figure où ça fait 3 Noëls que je n'ai pas passé avec mes parents parce que je bossais et je ne vais pas pouvoir partir en vacances avec mes parents parce que je suis tenu par mes clients. Je bossais en agence, tout le monde part en vacances en même temps, sauf que moi je suis en retard sur mes projets. Si je pars en vacances en même temps que mes clients, je reviens en même temps qu'eux et donc du coup je suis toujours en retard sur mes projets. Et donc il fallait que je fasse avancer mon truc. Et là je suis en train de me rendre compte de la prison dorée que je viens de créer. Et là je me dis mais c'est pas possible en fait, c'est quoi cette merde, tu vois. Et je décide quand même de partir en vacances, je décide de partir à Bali et là je prends des claques de ouf en mode on m'a menti, en mode c'est pas ça le bonheur, en mode l'argent ne fait pas tout, en mode putain il y a d'autres modèles de fonctionner, il y a d'autres modèles de penser, il se passe 2 mondes en fait. C'était la première fois que je partais d'Europe et je prends vraiment cette claque humaine,
psychologique, financière, tout ce que tu veux. Et je rentre de là, je dis au boss, il faut qu'on se décorrèle de nos revenus. Il faut savoir que le mec que je suis en train de copier à ce moment-là, le mec qui me mentore à tous les jours, est un type qui a construit une boîte qui fait des millions, qui est effectivement millionnaire en patrimoine, etc., etc., mais qui est un type qui est divorcé, qui voit sa fille un week-end sur 2, qui l'amène au bureau, qui bosse 12 heures par jour. À l'époque où je le rencontre, c'est un mec qui a beaucoup de signes de réussite sociale, qui a beaucoup d'argent, mais qui intérieurement est triste. Et il me sonne aussi les cloches il me sonne beaucoup d'alarmes, inconscientes et conscientes, tu vois. Et je me dis, mec, c'est pas possible qu'un génie comme toi soit encore là où il est aujourd'hui. Et moi, je veux surtout pas être comme ça. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres trucs. Et donc, à ce moment-là, je tombe sur des types qu'on connaît tous, des Olivier Roland, des CD Canissette, des Olivier Seban et d'autres. Et il avait déjà commencé à faire ça, vu qu'il avait déjà commencé à mettre des loyers à des choses en place. Et je dis, putain, il faut qu'on fasse la même chose. Les e-commerce qu'on crée pour nos clients, parce qu'on avait beaucoup de clients dans l'e-commerce, à quel point on pourrait le faire aussi pour nous, tu vois. Et donc, à l'époque, je deviens fanat de ça. Et mon rêve est de partir en Thaïlande et de voyager avec un sac à dos, de ressentir la liberté, de vivre la liberté, de gagner mes revenus en ligne, la semaine de 4 heures, en foutre le moins possible et d'avoir un maximum de temps pour moi. Je suis baigné par beaucoup de ces rêves à l'époque et cette envie de voyage. Ah, alors attends, je te coupe. Attends, je te coupe. Suite à Bali aussi. Quoi. Est-ce que la semaine de 4 heures, t'as réussi? Je n'ai jamais goûté à la semaine de 4 heures. Par contre, j'ai rencontré des gens qui y ont goûté et qui le vivent encore à l'heure actuelle. Qui l'ont vécu pendant un certain laps de temps, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, au final, c'est quoi, toi? C'est intéressant, tiens. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une vraie philosophie, c'est un vrai rêve qui est, selon moi, atteignable sur une courte période parce qu'il y a un effet d'inertie qui peut durer un temps, mais au bout d'un moment, il faut toujours remettre du charbon à la machine, quoi. Est-ce que c'est toujours ton rêve actuellement? Pas du tout. D'accord. Mais c'était un rêve nécessaire pour m'emmener à vivre des choses, comprendre des choses, pour revenir sur un autre chemin de vie, je pense. D'accord. Donc tu nous as donné la première raison, et ça sous-entend qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles tu es parti de France? Ouais, alors la première raison, c'était le rêve, c'était le voyage. Et la vraie raison, je pense, c'est pourquoi je suis resté après, en fait. Ah oui. Parce qu'il y a eu un premier voyage. Mon premier voyage que je le fais en France en autostop. À l'époque, je suis client de la formation Quitter la Rat Race et je vais aller rencontrer tous les gens de la formation et je vais aller dormir chez eux. Je vais appeler le projet Je viens entreprendre chez vous et je vais dormir sur le canapé des gens comme un gitan. Mais ça va me. En fait, ma vision, c'était tu te dis que tu es un entrepreneur, vis le lifestyle de l'entrepreneur nomade avec les moyens que tu as déjà du bord. Après, je vais partir en Europe de l'Est, etc. parce que ça coûtait vraiment pas grand-chose à l'époque. Après, je vais partir en Asie. Et après, je vais décider en juillet 2017 de vraiment rester m'installer en Thaïlande parce que j'ai rencontré des gens hyper bienveillants. Et pour un concept simple, qui est une règle que je pense avoir acquis, alors peut-être en partie ou peut-être pas totalement, de Oussama Ammar, de The Family, qui est en gros, j'avais 10 000 € à l'époque. Et ma vision est la suivante. J'étais le premier cash burn de ma boîte. En gros, j'avais envie de créer une société. J'avais déjà traîné beaucoup dans le milieu des startups, etc. Parce que quand j'étais commercial, ma première expérience, je traînais beaucoup dans ce milieu-là. J'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs qui montaient des startups, etc. Nous-mêmes, en fait, on incubait des startups en interne dans notre boîte et tout. Bref. Et donc, du coup, j'avais ce truc en tête de t'as 10 000 €, t'es le premier cash burn, t'es le premier coût de ta société. Si tu te coûtes 2 000 € par mois, dans 5 mois, je suis banqueroute. Si je me coûte 1 000 € par mois, j'ai 10 mois et je peux tester beaucoup plus d'idées. J'ai beaucoup plus de chances de réussir, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais rester en Thaïlande. Ça va me coûter beaucoup moins cher. Et donc, je vais avoir beaucoup plus de chances de réussir. C'était ce calcul-là au début. Et puis, parce que c'était beaucoup plus doux. J'étais pas obligé de sacrifier une qualité de vie. Au contraire, j'allais me faire masser le cul tous les jours. Il faisait beau. Je mangeais à l'extérieur. J'avais pas à faire la vaisselle. C'était magique. D'accord. C'était magique. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, donc si je résume, c'est que finalement, tu es resté en Thaïlande pour optimiser les finances de ta boîte pour lui permettre de s'amorcer et de devenir plus forte. Alors, plus de Complètement. traction. D'accord. Complètement. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas eu. Donc là, je l'ai appris juste avant, hein, on a allumé le truc. J'ai appris que tu es en République Dominicaine maintenant. Exactement. Et prêt pour un nouveau départ. Exactement. Alors, moi, il y a quelque chose qui vient d'être dit et c'est vrai que c'est une question. Alors, il y a une chose
qui te caractérise. C'est vrai que tu t'entends bien avec tout le monde. Tu as cette faculté qui est assez intéressante. Il y a une remarque alors moi, tu sais, je suis un peu seul dans mon coin. Il y a une remarque que je trouve qui est intéressante. Il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment une C'est Maxime. Salut Maxime. Oh, il y a Maxime aussi. Il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment une secte, tous ces gars-là ou quoi. Ils se rencontrent tous entre eux. Et c'est vrai que de l'extérieur, on a cette sensation qu'il y a des espèces de groupes qui se forment sur le web. Est-ce que toi qui as cette capacité à aller voir finalement tout le monde, tu arrives à expliquer pourquoi pourquoi C'est aussi con que ça. Enfin, c'est historique, c'est sociologique, c'est psychologique de l'être humain. On a tous besoin d'être dans un crew et d'avoir des gens autour de toi qui pensent comme toi, qui veulent comme toi et d'avoir l'ennemi. Un groupe a besoin pour se solidifier d'avoir un ennemi. Avant d'avoir une passion commune, pratiquement, tu as un ennemi commun. Et ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on est dans le microcosme de l'entrepreneuriat sur Internet qu'on va changer les règles de l'humanité. Alors effectivement, je pense que comme il y a plus de développement personnel et plus de liberté, il y a quand même peut-être un petit peu plus de bienveillance et d'amour dans ces groupes. Mais j'ai jamais vu. C'est une cour d'école, l'entrepreneuriat sur Internet. Tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde se suce la bite. Ah oui, c'est une belle orgie. Mais du coup, je pense qu'au même titre que le monde entier, en fait. Oui, c'est pas faux. Pourquoi tu as des groupes de potes? Pourquoi dans un même groupe, il y a des groupes? Pour les mêmes raisons. Alors moi, je vais creuser un peu plus loin. Moi, il y a un truc qui là du coup, je vais parler vraiment de manière libérée. Hein, s'il y en a qui le prennent mal, tant pis. Pourquoi il y en a qui se prennent la grosse tête avec leur nombre d'abonnés? Parce que là, tu vois, j'ai invité pas mal de monde. Hein, franchement, sur les lives, il y a des gens qui me répondent pas. Et j'ai même des réponses surprenantes, tu vois, du genre consulte mon attaché de presse. On est en confinement, j'en ai rien à foutre de ton attaché de presse. Je veux dire, tu me dis oui, tu me dis non. Me réponds pas, je consulterai pas ton attaché de presse. D'ailleurs, c'est la réponse que je lui ai fait. Je lui ai dit si t'es pas assez on m'a répondu 20 000 euros, moi. On me l'a répondu aussi. Hein. Ça se sait pas, mais il y a des chaînes sur lesquelles pour passer, il faut payer. C'est un peu lunaire quand même tout ça. Alors, est-ce que tu as une... Ouais, c'est complètement lunaire. Est-ce que tu as une espèce d'explication derrière tout ça ou pas du tout d'ailleurs? C'est possible aussi qu'il n'y ait pas d'explication en fait. C'est très personnel et individuel en fait. Comment est-ce que tu vois ce que tu fais aujourd'hui? Quelle valeur tu y apportes? Au même titre que l'argent, la visibilité donne du pouvoir. Du pouvoir d'être plus con que tu ne l'étais avant ou du pouvoir d'être une meilleure personne que ce que tu l'étais avant. Tu rayonnes juste beaucoup plus fort. Il y a une personne que j'apprécie qui a cette réflexion et j'ai essayé de comprendre. Tout simplement, il y a une distinction, quasiment une schizophrénie entre le business et les atouts de mon business et qui je suis. Ouais, et il y a des gens qui ont fait cette scission-là et qui voient leur business et qui ils sont comme un outil de visibilité et comme un outil de rentabilité et qui, t'es leur pote, t'es pas leur pote, la discussion ne se place pas. Ça n'arrive jamais sur la table en fait. Là, tu es en train de me demander quelque chose qui rentre dans le cadre du travail. On n'est plus amis en fait. Je suis juste en mode un outil pour toi. Moi, je sais pas faire. C'est pas dans mon prisme de valeur. Mais pourquoi pas, je peux l'entendre. C'est intéressant. Ce que je veux dire. Mais complet, je trouve ça super intéressant parce que je savais que je pourrais en parler avec toi de ce sujet-là. Et voilà, bon, moi je m'en suis pas caché. J'ai lancé les lives d'abord parce qu'on est confiné et je trouve que c'est cool de pouvoir profiter de ces moments. C'est le mieux et ça m'étonne pas que toi tu fasses ça, que tu prennes du plaisir là-dedans. Ah oui. Et je t'imagine bien arrêter le contenu travaillé ou en faire un de temps en temps sur des sujets très précis que tu as envie de faire. Mais au bout d'un moment, dans tous les cas, ta science. Si tu veux ta science, tu vas la creuser, tu vas la défoncer. Mais ce qui est intéressant chez un Nico Popovic, à un moment donné, c'est le quotidien, c'est le day by day, c'est les projets que tu montes, c'est ce qui se passe, c'est les rebondissements, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière tout ça. Et ça, on le communique, je pense, beaucoup mieux en live. C'est pas faux. Beaucoup mieux en live. Mais du coup, tu vois, je trouve que j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait des réactions qui soient. Je comprends ta remarque sur la schizophrénie et je l'ai moi-même vécu. Quelques fois là récemment, c'est assez perturbant comme tu viens de dire dès l'instant où pour toi tu faisais pas forcément cette distinction là par rapport à l'autre et quand tu te rends compte que l'autre en face va le faire et que ça peut créer une dissonance. Je sais pas si je suis clair. Une distorsion complète, bien sûr, parce qu'on n'a pas la même vision de la réalité. La réalité c'est quoi? C'est est-ce que tu es suffisamment empathique pour le comprendre et tu l'acceptes comme il est? Oui, c'est ça. Ou tu l'acceptes pas et puis tu le rayes de ta vie et c'est ok?
Oui, oui, aussi, c'est vrai ce que tu dis. Et du coup, alors comment, du coup, je reviens à tout ça. Toi, en fait, au final, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu prends les gens comme ils sont et tu te. J'essaye, attention, je reste humain, je vais en insulter pas mal. Bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et je l'ai déjà fait de façon publique, je pense que je le fais de plus en plus, mais je reste quand même dans le principe que si tu crées de la négativité, tu récoltes de la négativité. C'est la loi du karma. Donc en fait, à partir du moment où j'ai de la négativité à dire, je réfléchis à quel point je suis aussi con que la personne que j'ai en face, que je suis en train de juger. Puis du coup, je ferme ma gueule parce que la majorité du temps, je suis aussi un bon con sur pas mal de sujets. Et puis j'essaye d'avancer en passant outre, tu vois. Ouais, je pense que la vérité, c'est ce que tu viens de dire. C'est clair qu'à un moment donné, moi, j'ai eu au début, je pense que j'avais aussi une certaine forme de problématique avec ce qui pouvait se pratiquer par rapport à l'immobilier en ligne. Mais tu vois, c'est un vrai sujet. Voilà. Et puis il y a pas longtemps, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai une cliente que je connais depuis qui était une cliente il y a longtemps déjà, mais que j'ai revue il y a 15 ans, enfin que j'ai connue il y a 15 ans et que j'ai revue il y a pas longtemps, qui m'a pas écouté, qui a mis tout son argent dans une assurance vie, et elle m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que, et d'ailleurs je le dis publiquement, hein, écoutez des vendeurs de rêves et suivez leurs conseils plutôt que de mettre votre argent dans une assurance vie, parce que aujourd'hui elle est au fond du trou, quoi. Enfin bref, comme quoi il y a toujours pire, en fait, c'est ce que j'essaye de dire. En fait, on se lance des fois dans des combats qui n'ont pas lieu d'être, en fait, parce qu'il y a... bref, bon voilà. Je reviens sur Internet, il y a un sujet qui m'intéresse maintenant. Donc, on a vu que tu avais fait de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner maintenant un mot, en tout cas nous exprimer ta vision du web? Parce que moi, c'est pas mon rôle. Enfin, j'estime que c'est pas à moi à parler d'Internet, donc je préfère faire venir des gens qui font du web et qui le vivent vraiment. Moi, je le vis de l'intérieur aussi quelque part, et je sais que c'est très dur, mais je sais aussi que de l'extérieur, ça a l'air simple, et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu nous parles un petit peu d'Internet, et est-ce que c'est facile, est-ce que c'est compliqué? Comment tu vis cette aventure du web aujourd'hui? Ouais, c'est vaste, tonton. Internet, je pense que c'est le monde, en fait. Aujourd'hui, on est dans un monde sur-digitalisé. Voilà, on fait plus de vues sur YouTube qu'à la télévision aujourd'hui. Donc tout tourne sur Internet et tout est en ligne sur Internet. Internet, c'est le monde. Internet, c'est la vie. Et donc, c'est, selon moi, ni plus facile ni moins facile que quelqu'un qui, par exemple, a des super aptitudes pour vendre des cocos sur la plage. Créer une entreprise, développer une chaîne et posséder tous les cocos sur la plage de Punta Cana, par exemple. Est-ce que c'est plus facile de se lancer aujourd'hui sur Internet ou ça fait combien de temps que tu es sur Internet d'ailleurs? Je sais même pas parce que... 2016. Alors est-ce que c'est plus facile? Ah ben tu vois, moi je me suis lancé un an avant toi. 2016 et je faisais du business sur Internet depuis 3 ans. Donc mon premier site e-commerce perso, j'avais 18 ans. Je suis né en 92, donc c'était en 2010. Je te laisse faire, hein, j'ai pas du tout envie de compter là. 2010, mon premier site e-commerce personnel. Après, avec des clients, c'était en agence, ça devait être en 2013, je pense. Et alors, est-ce que c'est plus dur de se lancer aujourd'hui qu'à l'époque? C'est pas une question de plus dur ou moins dur. C'est comme, je pense, bien évidemment, dans l'immobilier, il y avait des meilleures affaires il y a 30 ans. Aujourd'hui, les règles sont différentes, sauf que les règles sont différentes. C'est ni plus dur ni moins dur. D'accord. Forcément, l'accessibilité est beaucoup plus facile, mais il y a plus de monde sur le marché. Donc il faut se différencier. À l'époque, c'était beaucoup plus facile d'entrer sur le marché, mais il y avait beaucoup moins de contenu. Donc c'était dans tous les cas beaucoup plus dur. Ta capacité, ta flexibilité mentale à l'époque, la plasticité de ton cerveau pour intégrer. Moi, je suis désolé, quand j'ai grandi, investir dans l'immobilier, c'était réservé aux millionnaires. Point. Moi, j'avais cette vision en tête. Ah ouais, d'accord. Et je pense que 80% des gens qui étaient autour de moi avaient cette même vision. Et c'était réservé exclusivement aux riches. Et la plasticité de ton cerveau à intégrer que tu pouvais investir dans l'immobilier et te créer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours une opportunité, je pense. Parce que ça reste un fragment de la population qui le comprend. Que investir dans l'immobilier, c'est accessible à tout le monde. Si tu prends tes 2 couilles dans tes mains, si tu te formes sérieusement et si tu utilises les bonnes stratégies qui marchent, tu vois. Faut pas être ou millionnaire ou rentier ou incroyablement intelligent ou venir d'une famille pour le faire. Alors qu'à l'époque, c'était, je pense, dans la conscience commune. Et c'était vraiment, vraiment ancré. Et donc, oui, c'était certainement beaucoup plus facile. Il y avait beaucoup moins de gens en SEO. La publicité coûtait beaucoup moins cher. Blablabli, blablabla.
Mais aujourd'hui, tu as des outils tellement faciles pour le faire, tu as des infos qui sont tellement présentes que c'est beaucoup plus accessible. Alors, par contre, il y a beaucoup moins de niches sur lesquelles c'est le Far West. Il y a la publicité beaucoup plus stricte qu'avant. C'est pas pour autant qu'il y a pas. Il y a aussi beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont prêts à acheter sur Internet. Il y a aussi beaucoup plus de fournisseurs qui sont accessibles. C'est... Tu vois, ça, c'est un monde, c'est le monde en fait. Donc les opportunités, l'offre et la demande, tout bouge, quoi. Alors, là, tu fais plus du tout d'immobilier. Finalement, tu as acheté cet appartement. À quel moment tu vas. Est-ce que tu penses que tu vas revenir sur l'immobilier ou tu vas attendre pour que ça revienne? Bah, si je me serais installé ici en République Dominicaine, je serais revenu dessus. D'accord. Il faut savoir que j'ai fait du Airbnb en étant en Thaïlande. Je louais 2 appartements et je faisais de la sous-loc. Ah, mais en Thaïlande, tu veux dire? Quand j'étais en Thaïlande, je faisais de la sous-loc. Et en arrivant ici, en fait, à un moment donné, en Thaïlande, je me suis créé un statut de salarié. Et donc, j'ai commencé à redébloquer le levier de la banque. Et comme je ne suis pas resté en Thaïlande, je ne l'ai pas exploité. Mais en Thaïlande, tu peux acheter des appartements. Il faut savoir, tu peux être propriétaire en Thaïlande. Tu ne peux pas être propriétaire terrien, mais tu peux être propriétaire d'un condo dans un immeuble. Ça, je le savais parce que j'ai malheureusement, enfin, je suis désolé de te dire ça comme ça, j'ai un membre de ma famille qui a investi en Thaïlande et je trouve, de toi à moi, je vais être sincère avec toi, je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle. Aujourd'hui, moi en France, je suis capable de faire, d'ailleurs, je vais le dire publiquement. Aujourd'hui en France, pour l'instant, les projets que je sors en France, j'ai pas trouvé un pays où j'arrive. Alors c'est sûrement parce que je suis français, que c'est mon métier, que je fais ça depuis des années, mais j'ai jamais trouvé un autre pays où j'atteignais le même niveau de retour sur investissement que ce que je suis capable de faire ici. Voilà, je tiens à le dire. Parce que tu connais les ficelles de ton truc qu'à 200% aussi. Voilà. Voilà. C'est sûrement possible, mais l'idée, c'était comme j'allais vivre là-bas, j'allais investir sur place. C'était surtout ça. En Thaïlande, tu comptais le faire en fait. Tu réinvestis en Thaïlande, toi. Exactement. Ah ouais. Et du coup, comme je partais et comme on arrivait ici, je me suis dit, on va recréer ça ici. Pourquoi? Parce que ma femme a du temps, parce que ma femme est une vraie gestionnaire. Ma femme est capable vraiment de. On monte une petite équipe de soldats et elle les mène à la baguette, tu vois. Et c'est parfait en termes de gestion avec un coût de la main-d'œuvre ici qui est très faible, avec un immobilier qui est faible et par contre avec des loyers qui sont super élevés. Genre ici, je paye 1 000 € par mois de loyer pour un appartement qui coûte 150 000 €. Tu vois. C'est pas vrai? Ouais. Donc, je me suis dit, super, ma femme a un très bon crédit parce que ma femme a été mentorée par un mec très intelligent qui lui a fait prendre plusieurs cartes de crédit, beaucoup de transferts, beaucoup de transactions mensuelles et donc elle a une capacité de faire du crédit ici dans le pays. Et donc, je me suis dit, super, je me mets dans un statut de salarié, on prend tous les deux une situation qui est bankable, on emprunte, on met en location, on crée un petit empire. Sachant qu'ici, il n'y a pas de loi, tu vois. Et bon, encore une fois, comme on reste pas ici, on va pas le faire. Mais bien sûr que je vais, dans tous les cas, un jour développer ce pilier d'enrichissement et puis d'investissement. Voilà, je ferai les deux, je pense. Ah, tu vas faire les deux, d'accord. Et tu vas, comment dire, là, la suite, bon, je sais que tu m'as dit que tu savais pas où tu allais. La suite, pourquoi c'est toi sur Internet là? Pourquoi la suite est sur Internet pour moi? Encore par un problème de mobilité première, je pense. J'ai envie de créer un vrai business physique en développant des conférences et des ateliers. Je trouve ça vraiment hyper excitant. Ça fait quelques mois que je me connecte beaucoup aux gens et les expériences que l'on vit en live dans la transformation, dans le coaching, dans le développement personnel sont sans précédent. La connexion que tu crées avec les gens, l'échange que tu crées avec les gens, les émotions qui se passent dans un salon de développement personnel, de transformation, c'est incroyable. C'est une expérience de ouf et ça m'excite comme pas possible. Je veux développer ça. Sauf que pour développer ça, il te faut déjà un business qui tourne parce qu'il faut que tu puisses te permettre d'investir sur des dates, sur des salons qui ont de la gueule, de ne pas remplir au début potentiellement. Tu reviens sur un business beaucoup plus physique, donc avec les hauts et les bas qui vont avec. Ouais, bien sûr. Exactement. Donc, consolidation d'un business en ligne qui crache du cash avec un cash flow hyper important et des grosses marges pour investir dans un business avec des marges moins faibles mais plus pérennes peut-être. Alors, Stéphane nous demande, ça va aller dans le sens de ce que tu dis, c'est quoi exactement ton boulot? Alors, mon boulot aujourd'hui, je suis dans le développement personnel, je suis coach développement personnel et transformationnel. En gros, j'accompagne les entrepreneurs à aller au next step. En général, et je prends beaucoup de plaisir à travailler parce que c'est exactement qui je suis,
j'ai une punchline que j'aime beaucoup. J'aide les entrepreneurs qui ont gagné beaucoup de... Je vais te la faire comme j'aime la faire. J'aide les entrepreneurs à se racheter une conscience après s'être acheté une Rolex. Ça, c'est un plaisir que j'ai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je vis. J'ai jamais été aussi malheureux quand j'ai passé mon premier million d'euros de CA. Pourquoi ? Et j'ai pris beaucoup de recul à essayer de comprendre pourquoi et comment. Parce que je me suis prostitué pour faire ce million d'euros de CA. Il y avait tellement un gap important entre qui j'étais et ce que je voulais faire au quotidien. Enfin, qui j'étais et ce que je voulais faire et ce que je faisais. Ça, c'était séparé. Il y avait un gap de fou. D'accord. Et je me suis retrouvé dans une situation où... Ah, on a Siri qui nous parle. Je me suis retrouvé dans une situation où je faisais pour gagner plutôt que je faisais ce que j'avais vraiment envie de faire. Et le gap était tellement grand que j'étais arrivé dans une schizophrénie incroyable. Et j'étais triste. J'étais un clown triste. Un clown triste ? Complètement, ouais. Alors c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, Gabi a remis sur le groupe privé où moi j'étais jeune quand j'ai fait la première fois plus d'1 million d'euros, mais il me restait tellement peu d'argent à la fin que ça ne m'intéressait plus en fait. Ça m'a plus, je trouvais que l'effort pour le résultat, en tout cas en immobilier encore une fois, était pas, le jeu en valait pas la chandelle. Alors après bon, peu importe, mais là où je veux en venir, c'est intéressant parce que depuis le début, donc, on a compris que tu avais agi pour de l'argent. Finalement, tu as réussi à avoir de l'argent. C'est quoi que finalement, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'est là où je t'ai emmené. J'allais te dire, c'est quoi que t'en tires de toute cette aventure ? Comment tu vois les choses ? Parce que on va pas se mentir, nous ici, ici enfin moi en tout cas, quand je me suis lancé dans l'investissement, avant que ça devienne un virus, et aujourd'hui je suis plus passionné d'immobilier. Bon. C'est facile. En fait, c'est hypocrite ce que je dis parce que c'est facile de parler comme je parle quand on gagne de l'argent. Tant que tu n'en gagnes pas, en fait, c'est encore un autre problème. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que aujourd'hui, la passion prime sur la finance, mais parce que la finance est là. Maintenant, ma question est la suivante. Je vais y arriver, je suis désolé, mais j'étais obligé de le préciser. Enfin, je trouve que c'était de l'honnêteté intellectuelle. Bref, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, maintenant, avec le recul, ce que tu tires de cette expérience financière ? Parce qu'on cherche tous à gagner de l'argent ici. C'est beau ça, ce que tu me racontes. Alors attends, je réponds dans le chat et je réponds à ta question. Avec une grosse différenciation sur le networking et la connexion. Une de mes grandes forces, c'est réussir à mettre en relation des gens entre eux. Des gens qui veulent la même chose mais qui ne le savent pas encore. C'est comme l'a dit tout à l'heure Nico, c'est une de mes grosses différenciations. C'est de réussir à m'entendre et à mettre des gens ensemble qui à la base ne pouvaient pas rester dans une même pièce. Et c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel je joue avec beaucoup de clubs d'entrepreneurs, avec beaucoup de mise en relation de gens. Et sinon, effectivement, un de mes dreams, un de mes mentors, la vision, c'est Tony Robbins, en termes d'énergie, en termes de transformation, en termes de créer une expérience émotionnelle incroyable. C'est vraiment quelque chose qui me drive aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé de gagner de l'argent ? Gagner de l'argent, ça m'a permis de comprendre que ce n'était pas la chose la plus importante de ma vie. Encore une fois, c'est facile de le dire quand tu gagnes de l'argent, mais c'est vraiment un des trucs que ça m'a fait comprendre. Ça m'a fait comprendre que j'étais une pute dans le sens où j'étais capable de me vendre pour de l'oseille en fait. Est-ce que tu peux... Attends une seconde, parce que pensez à liker et partager le live s'il vous plaît les gars. C'est important. C'est le moment là. Est-ce que tu peux expliquer... Partage à tous tes potes qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient des putes et qu'ils étaient esclaves de l'argent. J'ai envie que tu expliques parce que je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est. Moi je vais raconter une anecdote sur le web qui m'est arrivée à mes débuts et d'ailleurs ça me fait mourir de rire parce que je ne citerai pas de nom, je vous le dis tout de suite, mais ils font de la pub sur ma chaîne. Moi j'ai toujours laissé la pub sur YouTube parce que je suis convaincu que l'algorithme favorise les chaînes qui ont de la pub. Ça c'est mon problème personnel. Bref, je suis rentré sur Internet. Il y a un système. À mes débuts, j'étais vierge d'Internet. J'étais rentré. Alors il y a ces trucs de mastermind et tout. Je raconte l'histoire et après je veux que tu expliques en quoi ça consiste. Je suis rentré dans un espèce de mastermind. Dans ce mastermind, on m'explique qu'il faut que je mail sur un lancement. Donc je joue le jeu et le deal c'était tu mails sur mon truc et je mailerai sur toi après. C'était ça le deal, hein. Donc on partage. Voilà. Et je faisais partie de ce premier mastermind. C'était mes débuts et c'était un espèce de jeu de saute-mouton. Et ça devait arriver, ça devait tourner aux avantages de tout le monde. Donc j'étais le dernier de la liste. Et ce qui s'est passé, c'est que tu te connais la fin de l'histoire, c'est que personne n'a mailé sur moi, bien évidemment.
en tout cas sur le lot, en tout cas les principaux acteurs du truc n'ont pas renvoyé l'ascenseur. Et ça a été terminé si tu veux. Moi après le web, alors c'est mon défaut, je suis un peu excessif. Moi j'ai mis tout le monde dans le même panier, à gauche, terminé. Je me suis c'est bon. C'est un peu un de tes problèmes. Voilà. C'est-à-dire que tu es un peu la caricature de toi-même. C'est ça, exactement. Par rapport à ça. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me soigne. Donc quand quelqu'un me parle de lancement, je dis très bien, on signe un contrat. Il me dit non, je dis la discussion est terminée. Comme personne veut signer des contrats sur Internet, c'est réglé. Si qu'un gars signe un contrat avec moi, je le ferai sans problème. Mais ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai vraiment envie aujourd'hui que tu partages, si tu veux bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une prostituée? Parce que j'essaye de ne pas être vulgaire, même dans mes podcasts. Donc, qu'est-ce que ça moi, j'ai pas de problème à être vulgaire parce que justement, déjà, comme le dirait Tony Robbins, un petit peu le pouvoir des mots. À un moment donné, il faut créer ce détonateur dans la tête des gens pour qu'ils comprennent vraiment et qu'ils aient l'image. Tu peux vraiment m'imaginer là tout de suite, par exemple, si je te parle et je reste connecté comme ça, je vais te demander de fermer les yeux et puis je vais te demander d'imaginer ma tête sur un corps d'une brésilienne bien roulée avec des hauts talons roses, une mini-jupe et un petit décolleté jaune fluo, en train de marcher comme ça dans les rues de Paris pour retrouver un mec qui veut bien me payer en échange de mes services. Parce que dans les faits, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que j'entends par le fait de prostitution ? En fait, au même titre qu'un salarié malheureux est une prostituée. C'est-à-dire quand tu es prêt à donner ton temps, ton énergie, tes compétences, pratiquement ton âme, juste en échange d'argent. Et en fait, il y a des prostituées qui n'en sont même pas parce qu'elles prennent du plaisir dans ce qu'elles font. La grosse nuance, en fait, dans pour moi le travail, la passion et la prostitution, c'est ta capacité à être en adéquation et à apprécier ce que tu es en train de faire. Et en fait, je me suis retrouvé un jour où j'étais en mode... j'étais devenu le pantin de mon activité. Et si je lançais pas mes pubs, si je lançais pas des putains de produits machin... Je voulais que tu le traduises. Donc, c'est-à-dire que tu avais des choses à faire obligatoires pour que la machine marche. Ouais, et puis j'étais prisonnier de ça parce que je le voyais même pas. Aujourd'hui, je t'en parle comme si c'était une évidence, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Et le plus grave, c'est que j'avais tout basculé là-dessus. J'avais tout basculé là-dessus dans le mode où je ne faisais que des vidéos qui potentiellement pouvaient avoir des likes. Je ne faisais que des choses qui pouvaient générer du contenu et de l'interaction. Et mon estime de moi, c'est-à-dire de comment je me voyais moi, est-ce que j'étais quelqu'un de bien, est-ce que j'étais quelqu'un de mal, est-ce que je m'aimais, est-ce que je m'aimais pas, dépendait strictement du résultat financier de mes business, de mon nombre de likes, de mon nombre de vues. Et j'étais devenu une vraie pute, en fait, à ce niveau-là. Et donc, ma capacité à prendre du recul sur tout ça, d'accepter ça, bah, c'est pas une partie de plaisir. Hein, parce que quand tu te rends compte que toi qui cherchais la liberté, toi qui pensais avoir compris, j'étais moi-même prisonnier de cette toile et de ce système, et que j'en étais même acteur, moteur, et qu'indirectement, en le faisant, j'incitais les gens qui me suivaient à le faire, j'avais envie de disparaître en fait, hein, d'arrêter de faire autre chose et machin, et accepter, par exemple, quand j'ai arrêté de faire du dropshipping de façon active, que j'ai coupé mon équipe, etc., j'ai perdu 20 000 euros de revenus par mois. Ça, du jour au lendemain, j'avais l'impression de ne plus exister. C'est-à-dire que tout ce qui définissait mon estime de moi du jour au lendemain, je le coupais. Genre, il y a des potes à moi qui m'appelaient pour sortir, je répondais pas au téléphone. Parce que je voulais pas assumer le fait que j'avais pas les thunes pour pouvoir aller mettre 1000 euros dans un resto ce soir. Parce que ça, avant, c'était qui j'étais ou qui je pensais que j'étais. Et donc, quitter tout ça et même regarder ta femme dans les yeux et dire à ta femme, bon, ben chérie, la vie, elle va pas être la même là. Parce que bien évidemment que t'es effrayé qu'une femme belle, sculptée, intelligente, ben indirectement, même si t'es persuadé qu'elle t'aime, ben qu'elle soit peut-être un peu là quand même parce que t'as un train de vie. Parce que tu as des capacités, parce que du jour au lendemain, tu prends l'avion, tu l'amènes en vacances. Si tu peux plus faire ça demain, bien évidemment que tu es terrorisé comme n'importe quel mec qui serre les couilles dans son slibard ou dans son calbut et qui se dit qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors Enzo, accepter ça, ça a été un énorme travail. Enzo, tu es la bonne personne à qui je peux poser cette question. Moi, c'est pour ça que j'apprécie Enzo, c'est parce je le considère comme moi, c'est-à-dire qu'il est honnête. Bon, pour Dups, je le fais. Mon bouquin, Devenir riche sans argent, je fais en quelque sorte du dropshipping avec. Mais ça, c'est un détail. J'ai une question à te poser sur le dropshipping, Enzo. Premièrement, c'est 2 questions, tu réponds comme tu veux. Est-ce que, alors comment je vais te poser cette question crûment, parce que c'est ma manière de faire. Est-ce que réellement, on gagne plus d'argent en vendant la méthode
comment faire du dropshipping ou en faisant du dropshipping, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que tu ne crois pas que dans ce business, il y a quand même alors soit une durée de vie trop courte, soit beaucoup d'arnaques. Je ne saurais pas dire laquelle des deux il faut choisir en fait. Je te balance la bombe. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on gagne plus de l'argent dans l'immobilier ou en vendant des formations immobilières ? Tout va dépendre de l'individu. Je pense pas que le business model, je pense pas qu'on puisse définir ça comme ça, parce que je pense pas qu'on puisse limiter un business model. Je connais des gens qui font du dropshipping depuis les années 90 et qui sont multimillionnaires parce que ils vendaient à des gros groupes sur palette et ils encaissaient d'abord les acomptes avant de faire la commande au noix. Le dropshipping avec le mode qui a été vendu de façon hyper agressive, c'est facile, tu cliques sur 3 boutons, AliExpress, Facebook Ads. Bien évidemment que ces gens-là, en général, ont eu un succès, 2 produits. Ils ont fait entre 50 et 100 000 euros et derrière, ils ont gagné beaucoup plus d'argent en vendant une méthode sur comment le faire. Maintenant, des mecs qui ont compris ce qu'il y avait derrière le dropshipping, c'est-à-dire vendre des produits et avoir un business à cash flow positif, exploiter une intelligence de trouver les prochains produits qui vont marcher et de les mettre à disposition sur des canaux sur lesquels les gens ne les voient pas. La grosse différence, c'est d'aller chercher les clients. Ce business model d'acheter tes clients, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie, moi. Comprendre qu'on pouvait acheter ses clients. C'est-à-dire faire du CPA, Cost per Purchase, au niveau des clients. Tu définis ton montant pour acheter un client parce que tu fais tourner ta pub en permanence. Donc, tu as ta pub qui va faire le nombre d'impressions, d'accord ? Puis après, tu vas avoir un coût sur le nombre de personnes qui ajoutent au panier. Puis tu vas avoir un coût sur le nombre de personnes qui achètent. Et donc, ça te fait un coût par rapport au budget total dépensé, par rapport au nombre de personnes qui ont acheté, etc. Et donc, quand tu réfléchis comme ça, ben en fait, tu comprends par exemple que demain, tu peux devenir auteur best-seller. Il te faut juste le budget, il te faut juste le prix. Et si tu as le budget nécessaire pour le mettre en face, tu peux devenir auteur best-seller. Demain, tu peux faire ce que tu veux. C'est juste une question de prix. Acheter ton client, waouh, ça a révolutionné ma vision du business. Et donc, je pense que les gens qui ont bien compris ce qu'il y a derrière, qui ne se sont pas limités juste à un tips, une stratégie ou une technique, mais qui ont compris les fondamentaux du e-commerce, du monde dans lequel on vit en fait, gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, effectivement, beaucoup de jeunes, entre guillemets, beaucoup de mecs qui ont flairé un peu le truc, on fait pas mal de coups. On fait pas mal de coups et d'opportunités. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, merci de tes réponses. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te formes ? Moi, avant que tu expliques, moi pour l'immobilier, j'ai une méthode que j'explique dans les vidéos de vente de mes 2 programmes 1 million et 10 millions. Je vous invite à aller les voir. En immobilier, c'est facile en fait. Pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Les gens qui me disent en immobilier, à des vendeurs de rêves, tu vas sur Infogreffe, tu tapes leur nom et leur prénom. Si tu vois qu'ils n'ont pas de société immobilière en France, ben pour moi, c'est des pipes en fait. Il n'y a pas de discussion en fait. Tu tapes le nom et le prénom d'un investisseur. Si tu fais de l'investissement immobilier, tu dois apparaître. Point à la ligne. Tu n'y es pas, tu veux acheter quand même. C'est le problème de l'acheteur. Il faut arrêter de critiquer les vendeurs. Maintenant, comment un mec qui veut faire du dropshipping, il fait ? Parce que excuse-moi, mais pareil, je te balance une bombe. Et j'arrive à le comprendre. Le problème de la France, c'est quoi ? C'est la TVA. Pour être tout à fait franc, nous en imprimerie, on faisait du dropshipping. Et donc, je le voyais le problème. Quand la TVA elle était passée, quand tu avais payé ton fournisseur, il restait rien. Donc, le truc, c'est qu'il y a un problème sous-jacent derrière tout ça. Un mec qui veut vivre et faire son CA entre 100 et 200 000 euros, qui va se retrouver dans certains pays où finalement il va vivre correctement. S'il se met en France, il est mort. Comment le gars, il peut quand même proposer une formation de qualité ? Comment les mecs qui nous suivent, ils font pour réussir à savoir qui est le bon formateur ou pas ? Parce que je pense que pour le coup, toi, t'en étais un bon. Alors, je pose la question à un bon. Mais je le suis toujours pour le coup. On a toujours un programme qui est actif, qui s'appelle le Char Club, qui est un programme de formation, mais surtout d'accompagnement et de mentoring. On fait 2 lives par semaine. Je me suis associé à un mec qui était très technique. D'accord. Du coup, ma réponse, ça serait ça. Ce serait avoir quelqu'un de très technique qui, au quotidien, continue à utiliser en fait ce qu'il te partage. Que son business premier reste le cœur de cible que tu veux chercher. Moi, dans la vie, dans tout, je vais chercher des maîtres. Voilà, des maîtres. Des gens qui sont devenus masters de leur catégorie. Pas des conférenciers, pas des communicants, des maîtres. Ouais, voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Des vrais maîtres. Je veux apprendre le karaté, je vais chercher un type qui fait du karaté depuis 20 ans.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, c'est ça. Et moi, ma manière de me former, c'est beaucoup de networking, c'est beaucoup de mimétisme, c'est beaucoup passer du temps avec les gens. Au début, je le disais beaucoup, je suis un pou. Je me souviens au début, j'envoyais des messages à des mecs. Hey, coucou, salut, je suis à côté de chez toi pendant une semaine dans un Airbnb. Je suis disponible quand tu veux pour faire une interview. Et en fait, les interviews, c'était le moyen détourné de choper de l'information, de copier les gens, de comprendre comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils vivent, etc. etc. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, passer un maximum de temps en immersion avec des gens qui font les choses. Et puis, effectivement, en croisant un maximum de sources d'informations. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, dans le développement personnel, je suis un cours qui me fait chier à mort. C'est-à-dire que le mec, il démarre le cours, les 4 premières heures de contenu, 4 premières heures, hein. 4 premières heures. Je te parle pas des 4 premières vidéos de 8 minutes. Ouais, d'accord. Les 4 premières heures, je suis là sur ma chaise en me disant, ce type, frère, est un arnaqueur incroyable. Et tout ce qu'il raconte, c'est de la merde en barquette. Tu vois, moi-même, je vois, le truc est tellement gros que c'est pas possible. Et en fait, à la 3e heure, je me dis, bon, il y a 2 possibilités. Ou j'arrête son truc parce que j'y crois pas, ou je suis en capacité de me dire à quel niveau tu es prêt à faire évoluer tes façons de penser pour atteindre un niveau différent, tu vois. À quel niveau tu es capable, à quel niveau tu es enseignable, en fait. Imagine, c'est vrai. Si ce que ce mec dit est vrai et que je suis en train de louper l'information, tu vois. À quel point je suis prêt à remettre en question ma base de croyance. Ne serait-ce qu'au moins pour aller au bout du cours et après je prendrai ma décision. Et alors, ça a changé des choses ou pas? Eh ben, je suis toujours en train de suivre son putain de cours et il y a des trucs intéressants. Alors, des vrais trucs intéressants. J'ai vu passer notamment la punchline que je te partage. Ah oui, tout à l'heure. Ouais, qui sera au début parce que le live, en fait, les lives avant d'être en ligne, on fait une petite préparatif. Vous regarderez le début. Je voudrais juste répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure que j'ai trouvée intéressante. Je suis en train de la chercher. Je crois que c'est Stéphane qui l'a posée, qui demandait comment on se remettait en question. Alors attends, je vais la trouver. Alors il y a quelqu'un qui demande déjà, Enzo, est-ce que tu crois que le dropshipping continuera en 2020 après le coronavirus? On va commencer par ça. J'ai des gens de mon programme, ils se gavent comme des huîtres en ce moment. Ben là, mais moi, par exemple, j'ai encore des activités e-commerce sur lesquelles je suis le développement, etc. On a fait 1,5 million l'année dernière, on devrait faire 3 millions cette année si tout va bien. Le coronavirus, c'est comme tout en fait, c'est à double tranchant, opportunité et crise en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits que tu peux pas commercialiser en ce moment qui tout simplement ne font plus cliquer, ne font plus acheter. Et tu as plein de produits en ce moment où les gens se ruent dessus comme des animaux. Exactement. Donc, il faut juste réussir à changer ton discours et à te positionner correctement sur un marché. Alors, c'était Damien qui nous demandait ça. Il nous disait, entreprendre demande de la discipline. Il faut constamment se remettre en question. Comment faites-vous pour garder la motivation et pour quel bonheur? Je te laisse répondre, je répondrai après. Ouais, ma valeur première aujourd'hui, et c'est très drôle parce que, si tu veux, t'aurais demandé à Nico en off ce qu'il pense de moi et en disant, genre, Enzo Honoré, selon toi, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses forces, qu'est-ce qu'il devrait faire? Tous les gens que j'ai rencontrés depuis que j'ai démarré me disent la même chose et je suis incapable de le voir et de le comprendre. C'est-à-dire que tous les gens en général, et tu confirmeras ou pas Nico d'ailleurs, c'est ma capacité à connecter, c'est ma capacité à être en empathie et à être humain avec les gens. Et c'est un truc que je sais que j'ai jamais exploité. Et donc aujourd'hui, je te dirais que c'est mon réseau. Aujourd'hui, j'ai mon petit mastermind, j'ai mes petits gens autour de moi. Et en fait, comme un gosse, parce que je pense que j'en ai besoin des fois, ben je vais prendre ma claque. Et parfois, comme un gosse, je vais me faire féliciter. Et comme un entrepreneur responsable, la majorité du temps, en tout cas je l'espère, je partage de façon authentique ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal. Et ça, en fait, ça me permet de continuer à avancer au quotidien. Ok. Et donc ta motivation, c'est aussi, je pense, ton entourage quand même un peu, ta femme, tout ça ou pas du tout? Ma motivation, c'est ma vision. Ouais, c'est ma vision. Ouais. Aujourd'hui, je pense ce qui m'a le plus frustré dans tout mon développement, et c'est putain, j'ai compris la semaine dernière, c'est très très récent. Hein. La semaine dernière, en étant en introspection par rapport à ce sujet de qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui me fait procrastiner, pourquoi je ne fais pas les choses et tout ça,
je suis retombé sur un souvenir de quand j'étais à l'école. C'est vieux, hein? Ouais. Et de mes parents et des profs. Monsieur Honoré, beaucoup d'énergie, blabli, blabla, potentiel inexploité. Et en fait, tout ce qui ressort aujourd'hui, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à faire sortir ce truc que j'ai en moi à 100%. Et donc aujourd'hui, un des drives et un des trucs que je veux garder, c'est aujourd'hui à quel point je vais être capable de faire mieux qu'hier par rapport à ça. De me sentir au bon endroit, au bon moment, faire les bonnes choses et me sentir vivant, me sentir en kiff. Et alors ma vision, oui, des visions, des rêves, j'en ai plusieurs. Vision board, vision à très long terme qui me drive, qui me pousse. Et au quotidien, c'est vraiment cette sensation de quand tu te couches, qui est-ce que tu as été aujourd'hui? Est-ce que tu as été toi-même? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content à l'idée de te réveiller demain pour démarrer une nouvelle journée? C'est tellement cliché, mais aujourd'hui, c'est ce qui me drive. D'accord. Je pense que ce que je vais dire va te faire écho. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'était vu avec Enzo, mais on était tous les deux, on avait beaucoup parlé, on était tous les deux dans des remises en question. Moi sur le web j'ai beaucoup galéré en fait, et le web m'a appris beaucoup de choses. Et bon, il y a un rite dans cette émission, c'est que je le montre 3 fois. Donc là c'est la deuxième. Mais pour sortir ce livre là, alors Enzo a imprimé, voilà, Enzo a un livre aussi les gars. C'est pas le même sujet, c'est pas le même sujet. Il y a millionnaire aussi, mais c'est pas le même sujet. On parle de développement. Voilà. Ah si, tu parles aussi de développement personnel dans tous les cas. Ouais, c'est vrai, ça touche à tout le développement personnel. Mais moi, pour écrire ce livre, clair. alors on va en parler, tiens, de ça. Je sais pas comment ça s'est passé, toi, mais moi, pour faire ce livre, ça a été un énorme risque parce que pendant 1 an, j'ai quasiment fait que ça. J'ai eu la très bonne idée, ne me demandez pas pourquoi, au même moment où je faisais le livre, de tout changer sur le web parce que j'avais pas forcément, j'avais fait un petit peu n'importe quoi et ça va aller dans le sens de la remise en question. Et quand Enzo dit potentiel inexploité, moi j'entends part dans tous les sens, n'arrive pas à se concentrer. C'est ce que j'entends en fait. Ton interprétation, ouais. Qui a du sens. Hein. Oui, je pense. Je l'ai pas ici. Mais la semaine prochaine, normalement, il y a Nico Pen qui va venir et je vais vous partager quelque chose. C'est pour ça que Ton petit bouquin là. Ouais, il a fait un petit bouquin. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas reçu. Nico Pen est un spécialiste de l'énéagramme. Voilà. Et je vais quand même vous partager quelque chose sur l'énéagramme. Un jour, un ami, Lorenzo, que vous avez vu en début de semaine sur l'émission, m'a filé un livre sur l'énéagramme que j'ai acheté par la suite, le grand livre de l'énéagramme. Et j'ai lu ce bouquin et en fait, bon, je sais pas si vous connaissez le concept, je vais la faire très rapidement. Vous avez des profils de personnalité. Moi, je suis pas un mec qui croit particulièrement au signe du zodiaque. Mais en gros, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que vous avez une espèce de petit résumé avec 9 profils. Et dès que vous trouvez le profil qui semble vous correspondre, vous étudiez le profil et vous vous emmerdez pas à lire tout le livre. Donc moi, je suis convaincu d'être un 7. Ce avec quoi Nicolas n'est absolument pas d'accord. On aura cette discussion avec Nicolas, hein, mais je vais quand même expliquer. Ah ouais, il faut la voir, ouais, c'est intéressant. Voilà. Nico aussi, je crois, on m'a donné 7 un peu, moi, je crois. Faut que je le fasse de toute façon. Voilà. Et donc je lis ce profil de 7. Et là, je lis un truc qui me met une claque. Et je te le partage, Enzo, parce que ça peut vraiment t'aider. Et je lis ne finis pas ce qui commence. Voilà, en gros, trait de caractère. Ne finis pas ce qui. Je crois que la phrase, je l'ai lu 15 fois. Je l'ai relu le lendemain, le surlendemain. Enfin bref, je l'ai lu pendant plusieurs jours. Et en fait, la phrase m'a vexé. Parce qu'elle était tellement vraie, elle me faisait tellement me dire que c'était tellement réel. Et quand j'ai commencé à prendre tout un tas de pans de ma vie, mais immobilier, business, enfin tu peux tout mélanger. Je me suis dit putain mais c'est vrai. Et je me suis mis dans une espèce de délire où je commençais à me dire maintenant tu termines tout ce que tu commences. Et c'est devenu même une ligne de conduite. Ça a changé ma vie. Alors je te le dis Enzo, là c'est comme si on avait une discussion. Enzo, c'est comme si tout le monde en profite. Mais pour moi, en fait, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ta vie, mais je pense que là-dessus, on est pareil. C'est-à-dire que si j'ai réussi en immobilier, s'il y a bien, c'est même pas un secret, je m'en cache devant personne. Mon livre, et ça sera la 3e fois et dernière que je le montre, c'est un peu le message aussi du livre caché. S'il y a bien un secret qui n'en est pas un, c'est que, en fait, je suis là depuis 2003. Et s'il y a bien un truc qui finira jamais dans ma vie, c'est ça, que. C'est aussi... mais ça, c'est où? C'est l'intro dont je te parlais, tonton, quasiment. C'est vrai. Voilà, donc tout ça pour dire que, en fait, le truc c'est de se dire que… Patience, quoi. Voilà, patience, continuer quoi qu'il arrive. Et oui, il y a de grosses remises en question qui sont très difficiles à passer, mais si dans ta tête, tu sais, c'est comme les couples en fait. Je sais pas si ça te fait ça toi Enzo, mais moi, ma femme, un jour je lui ai dit on est ensemble, donc c'est pour ça qu'on a un enfant,
mais il n'y aura jamais personne d'autre. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi. L'option séparation n'existe pas dans ma vie. Elle n'est pas de ma réalité en fait. On ne se séparera jamais, sauf si je crève en fait. Désolé de parler comme ça. Mais il n'y a pas cette tu vois, d'ailleurs, je pense que si elle regarde le live, elle ne m'en voudra pas, mais c'était un sujet d'engueulade à notre début de relation. Parce que elle avait tendance à parfois employer le terme en fait, et je l'acceptais pas. Je lui dis tu comprends pas en fait, je veux plus que tu en parles de ça. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de me faire la gueule pendant 1 mois, 3 mois, mais on se séparera jamais. Maintenant qu'on a un gamin, c'est même plus envisageable du tout, tu vois. Donc pour moi, c'est à moi maintenant de me démerder avec la situation pour que ça aille en fait. Pour que ça marche. Voilà. Et même si demain elle venait à faire quelque chose que j'aurais du mal à accepter, qui irait au-delà de mon champ de compétences, ben, dans ma tête, je me dis non, tu dois pas la quitter, il faut que tu trouves la solution en fait. C'est à moi de régler le problème, c'est plus à elle en fait. Tout ça pour te dire en fait, tu vois que je suis d'accord avec ce qui a été dit et qu'effectivement c'est pas facile en fait. De toute façon, l'entrepreneuriat c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Voilà, j'ai fini mon laïus. C'est beau. Mais là, mais c'est puissant. C'est puissant quand même ce que tu partages. Et je suis pas persuadé qu'à l'époque où tu me l'as partagé, je l'ai même compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois. C'est-à-dire que parce que c'est clairement ce que tu m'as partagé à l'époque. Oui, je te. À l'époque, Nico m'a dit. À l'époque, Nico m'a dit, pour être complètement transparent avec vous, Nico m'a dit arrête de jouer avec ton caca. T'es là, t'es en train de vouloir gagner 10, 20, 30 000 ou 40 000 euros de plus en niquant un peu le système à droite à gauche. Oui, mais dans les faits, qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu construis sur le long terme? Où est-ce que tu seras? Qui est-ce que tu seras dans 10 piges? Et je pense qu'à l'époque, j'en voulais pas. Donc, à l'époque, je m'en battais les couilles. J'étais nomade, je voulais juste voyager, je voulais tirer des gonzesses, boire des mojitos sur la plage et ça m'allait très bien. Et c'était complètement OK. Mais effectivement, ce que j'avais pas vu, ce qu'il me racontait, c'est ce qu'il y avait derrière d'un point de vue identité et d'un point de vue entrepreneur sur le long terme, que je comprends certainement beaucoup plus aujourd'hui. Dans l'idée de à quel point tu es impatient par rapport à ce que tu es en train de construire ou de vouloir construire, à quel point tu veux manger le dessert avant d'avoir mangé l'entrée, à quel point tu n'es pas prêt en fait à faire les vrais sacrifices qui sont les sacrifices de reconnaissance, d'argent, de travail acharné, de prise de tête, c'est ça. de doute et de douleur psychologique pour vraiment faire ce que tu dois faire. Mais putain, ce qui est fou avec toi, Enzo, c'est que en même temps, il y a un paradoxe chez toi. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien dans ces émissions, c'est parce que là, en fait, on a un échange comme si on était, comme s'il y avait personne, en fait. C'est le paradoxe chez toi qui me tue, c'est que tu ne vois pas que paradoxalement, tu construis dans tes actions, tu as des actions qui pourraient te faire de toi quelqu'un de légendaire. Il y a une histoire qu'on m'a racontée de toi, je sais plus comment j'ai entendu cette histoire qui m'a fait mourir de rire, c'est l'histoire de ta rencontre avec Stan. Je la trouve tellement exceptionnelle, je crois que tu l'as dit quand j'étais venu à ton séminaire ou quoi. Et je me dis, mais putain, c'est le paradoxe, il est là, c'est-à-dire que tu es capable à des moments de faire preuve de cette vision-là, c'est-à-dire de poser les pierres de la construction d'un empire, et paradoxalement, tu es capable d'aller faire de la merde à court terme. Où tu te dis, mais attends, c'est la même personne, what the fuck? Complètement. Et c'est ouf en fait. J'entends tout à fait ce que tu dis. C'est fou. Et c'est vrai, et je pense qu'on a tous ce double maléfique en nous. Ouais. Et que, en fait, plus j'ai mis du temps à l'accepter, ce double maléfique, plus j'ai mis du temps à le dompter. Et du coup, eh ben, je l'ai laissé piloter un peu. Je l'ai laissé piloter pendant longtemps. Par moment, parce que tu vois, raconte-la cette histoire de rencontre avec Stan, ça prend 30 secondes, mais c'est à mourir. Enfin, moi, je trouve ça génial. Alors, on repart du coup au début de mon activité et de mon lancement. Et comme je l'ai dit, mon objectif, c'était de rencontrer des gens qui ont quelque chose que moi, j'ai pas encore pour comprendre comment ça marche. Et à ce moment-là, je suis dans mon premier voyage en Thaïlande. Et je suis dans mon premier voyage en Thaïlande et je suis dans le nord de la Thaïlande, je suis à Chiang Mai. Et du coup, je découvre les podcasts Nomade Digital. Et tu as les aventures de ce type qui voyage partout en Thaïlande, en Asie et qui partage sa vie, pratiquement rêvée pour moi à l'époque, de travailler sur le web, etc. Et les galères et les bons trucs et les machins. Je tombe amoureux de l'histoire.
Et je lis ce bouquin, Robert Cialdini, je suis dans le train pour aller à Chiang Mai, je suis de Bangkok à Chiang Mai, j'ai 17 heures de train, et j'ai une petite lampe USB que je connecte à mon ordinateur, et je lis sous la couette comme ça dans le train, dans ce train où tu dors comme ça, comme du bétail, et je lis ce bouquin, et j'écoute les podcasts de Stan qui parlent effectivement de ce biais de réciprocité, etc. Et je dis, putain, je tiens quelque chose. Je vais demander au mec de faire la promotion de mes programmes. Alors, je vais d'abord parler du truc, du contenu, je vais le sucer un peu. Je vais lui demander de faire la promo de mes programmes. Naturellement, il va refuser. Et du coup, je vais choper, une interview. Ça se passe comme ça. Je chope l'interview avec le mec. Attends, t'es allé trop vite. En fait, le truc part du délire où tu lis quelque chose où ça dit en fait qu'un être humain ne dit jamais 2 fois non d'affilée, c'est ça? Exactement. Voilà. Ouais. Il faut que tu précises cette chose-là. Il y a cette règle-là. Et c'est Stan qui le dit. Oui. Et donc, du coup, à la fin du live, à la fin de notre interview, de l'enregistrement, je prétexte un problème d'internet pour l'appeler sur WhatsApp pour pas que ça bug. Et donc, je récupère son numéro de téléphone. En mode chill, cool. Ça bug, machin. Attends, je peux t'appeler là, comme ça on clôture dans des bonnes conditions. C'était vraiment sympa de t'avoir. Et donc, il me file son numéro de téléphone. Alors, bien évidemment, comment je l'ai contacté? J'avais pas son numéro. J'avais pas de contact, etc. J'ai pris son site internet et son formulaire de contact. 2 heures après l'interview, j'ai son numéro de téléphone. Et là, je lui dis, parce que c'est ce qu'il dit à la fin de ses podcasts, il dit, voilà, si vous passez dans le coin, venez boire une bière. Et donc, je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, etc. Machin, c'était un super moment, merci à toi. Écoute, comme tu le dis à chaque émission, je suis à côté de chez toi, est-ce que je peux venir boire une bière? Il dit, bah avec grand plaisir. Je lui dis, bah écoute, je sais pas, on était jeudi, genre je suis là lundi ou un truc comme ça. Sauf que j'étais dans le nord de la Thaïlande et lui, il était à Ho Chi Minh au Vietnam. Je n'étais jamais allé au Vietnam. Bah, j'ai fait 17 heures de train en retour. Pour aller boire une bière. J'ai pris l'avion et je suis allé boire une bière. Aujourd'hui, c'est un vrai ami. C'est un vrai ami. Et voilà, il vient d'avoir son bébé. J'ai vu les photos quand il était dans son truc d'hôpital et tout. Et typiquement, ouais, c'est un type avec lequel j'allais manger 1 à 2 fois par mois. Parce qu'il est quand même hyper busy et machin, mais c'est quelqu'un qui était très sain, pour un mec comme moi dans mes relations amicales. C'est quelqu'un qui est pratiquement à l'opposé de moi sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un aussi qui me fait beaucoup rire parce que qui est complètement, il est hyper paradoxal. Si tu veux. Genre, par exemple, tu prends Stan dans mon live là. C'est con, t'aurais dû venir avec nous dans le live de 24 heures. D'ailleurs, t'aurais été parfait dans ce line-up, toi aussi. Il arrive dans le line-up de 24 heures. Tout le monde a l'habitude d'un Stan qui fait un truc très carré, très organisé, machin, des trucs très profonds. Et là, il arrive, il dit si vous voulez, je peux raconter des blagues aussi, tu vois. Et moi, c'est le Stan que j'adore. C'est le Stan qui te. Moi, quand j'ai rencontré Stan, j'ai découvert après son business de séduction et il m'a amené en soirée au Vietnam et je le voyais en train de pécho des meufs. Et là, si tu veux, c'était complètement pas cohérent, tu vois. Et j'adorais ça, j'adorais les coulisses, j'adorais comprendre ce qui se passe derrière. Ce que tu disais au début, ouais. Exactement. Et donc voilà, on a créé une vraie relation d'amitié derrière et c'est juste fou effectivement que des histoires partent comme ça. C'est paradoxal, ta personnalité là-dessus est paradoxale. On va finir le live, on arrive au bout avec une dernière question et après on aura fait un super live. Merci Enzo. Est-ce que tu peux me dire comment on fait pour... tu viens de dire une chose qui m'intéresse. Comment on fait pour garder la tête froide quand on gagne beaucoup d'argent? J'ai la réponse mais je veux la tienne. Comment fait-on pour garder la tête froide lorsque l'on gagne beaucoup d'argent? Un des principes que j'ai pas respecté, qui m'aurait beaucoup aidé. Attends, avant que tu le dises, j'ai quelque chose à vous préciser. Enzo a quand même, je me permets de le dire sans rentrer dans le détail, t'as quand même un peu dérapé à des moments. Donc ta réponse est d'autant plus intéressante pour que tout le monde comprenne bien la raison de la question. Voilà. Partage-leur, qu'est-ce que ça veut dire déraper alors? Ça veut dire que t'as profit, comment dire? Comme on dit depuis le début, tu as voulu gagner de l'argent, on a eu des discussions, tu en as vraiment profité dans le sens, tu as utilisé l'argent pour en jouir au quotidien, c'est ça? Non. Je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai partagé ça avec mon pote Adam Shak à l'époque, on était en Thaïlande, et je prends mon compte en banque et j'ai dépensé 50 000 € par mois sur les 4 derniers mois, tous les mois, plus de 50 000 €. Voilà.
Donc c'est pour ça que je voudrais savoir comment on fait pour garder la tête Ça- froide. Bah, à ce moment-là, je peux te dire que je l'ai pas gardé du tout. Et donc, justement, le truc, ça serait de rester sur un truc que j'aurais. C'est une erreur que j'aurais pas faite si j'étais en France, par exemple. Et là, je vais te donner raison parce que je sais que c'est quelque chose que tu valorises. Mais en fait, c'est de garder une compta business hyper clean et de vraiment séparer cette entité morale et cette entité physique. Si tu vraiment fais cette séparation et que toi, tu te vois comme un salarié de ton entreprise et que tu donnes un rôle de salarié de ton entreprise, tu peux te rémunérer comme un directeur, tu peux te rémunérer comme un actionnaire ou comme un exécutant, comme tu veux, peu importe. Mais vraiment faire cette séparation et la respecter, ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie, je pense. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça et que tu vois l'argent comme vraiment un outil, un moyen, comme un jeu, c'est un jeu vidéo en fait le bazar. La vie est un putain de jeu vidéo dans tous les cas. Et si tu prends ton business comme ça t'évite, je pense, de faire beaucoup de conneries. Ah ben, on va clôturer le live avec ça. Le problème, effectivement, qu'ont les gens, c'est que, et pourquoi ils préfèrent jouer aux jeux, c'est parce que dans les jeux, ils n'ont pas peur de mourir. Et dans la vie, comme ils ont peur de mourir, eh ben, ils préfèrent pas agir. C'est beau cette punchline. Mais c'est la vérité. Ça me fait beaucoup rigoler parce que s'ils agissaient dans la vie comme ils jouent au jeu, eh ben, il y aurait beaucoup plus de réussite en fait. Le problème, c'est que. Ils feraient beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Les gens dans la vraie vie, ils mettent des enjeux là où des fois il n'y en a pas, ou alors il y en a réellement, mais où malheureusement, de toute façon, ils y sont pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et s'ils jouaient comme s'ils jouaient au jeu en se disant, bon, allez, c'est bon, c'est pas grave, on verra bien comment ça va finir, bah, ils feraient plus de trucs, quoi. C'est dommage. Ça, c'est clair. Et par contre, si. Éduquez-vous sur l'argent, quoi. Alors, c'est pas parce que tonton il s'est positionné là-dessus. Bon. Quatrième fois. Allez Quatrième. Moi, je me suis éduqué pour gagner de l'argent, mais je me suis pas éduqué pour le garder. Et tout à l'heure, disait ça, quelqu'un dans le chat disait ça tout à l'heure. Il disait, voilà, soyez intelligent pour gagner de l'oseille, mais soyez surtout beaucoup plus intelligent pour le garder. Et je pense que c'est un vrai truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors après, voilà, on fait les erreurs. Il y a Maxime qui dit, est-ce que tu penses qu'il faut pas faire le con pour le comprendre? C'est comme tout. Après, par contre, dans ta capacité, est-ce que tu as besoin de mourir pour commencer à vivre? Ouais, c'est ça. Ou de passer à côté de la mort pour commencer à vivre. Il faut ouvrir les yeux à un moment donné, de toute façon. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu le truc de base. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'on peut pas justement réussir à gagner cette éducation et à faire ces sauts quantiques beaucoup plus rapidement ou différemment? Alors, et je pense que notamment à travers le coaching, notamment à travers le coaching de groupe, avec le partage, avec le mastermind, c'est des choses qu'on est capable. En tout cas, moi, c'est des choses sur lesquelles j'évolue beaucoup en discutant avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus doués que moi sur leur sujet. Et en mettant tout ça en... Bon, maintenant, tu t'es quand même bien amélioré. Donc, juste pour finir, Enzo, où est-ce qu'on trouve ton bouquin? J'ai eu plusieurs questions dans le chat que j'ai vu passer. Ouais, bah, du coup, j'avais essayé de mettre le lien, mais tu as bloqué le lien. Bien joué, c'est ce qu'il faut faire. EnzoHonoré.com, nouveau site internet qui est très joli, réalisé d'ailleurs avec mes amis et clients. Et puis EnzoHonoré.com, partie formation, et il y a le bouquin. Je gagne pas d'oseille là-dessus, c'est vendu 13,50 €, ça me coûte 12,50 €. C'est quoi? C'est dans formation? Formation, ouais, exactement. Formation, et là tu as le je veux le livre, je vous mets la page directe comme ça, je suis en train de cliquer. Voilà, vous avez le livre direct. Enzo, c'est pas bien de dire que tu gagnes pas d'argent sur un livre. Je ne t'encourage pas à faire ça, c'est l'inverse. Il faut gagner de l'argent avec un livre pour proposer des plus beaux projets. Ouais, mais on va dire que c'est un step one. Voilà, c'est comme ça. L'important c'était de le faire, c'est d'aller au bout de ce projet. Ce projet, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir, à l'assumer et machin. Et donc, je voulais qu'il existe. Aujourd'hui, il me coûte 12,50 € à imprimer et à envoyer. Je facture 13,50 € je crois, et du coup tu as le bal de Stripe, quoi. Et donc je gagne rien. Par contre, quelqu'un qui lit mon... Je t'entends plus. Oh, au moment. Ok, I'm back. Voilà, you're back. Oh, Promo ça. Voilà, c'est ça. T'as coupé le. Recommence. Je me disais, si quelqu'un
Lis le bouquin, je pense qu'il va apprendre beaucoup de choses sur son dev perso et sur de l'introspection, sur mon parcours, sur mon chemin. Et s'il finit les 350 pages, en général, soit il fait partie de la secte, soit il en sort complètement, mais c'est très polarisant. Voilà. Bon, donc ça sert à ça aujourd'hui, le bouquin. Bon, super. Enzo, je te remercie d'être venu. Ça m'a fait très plaisir. Parce que bon, ce que vous savez pas, c'est qu'on a eu un blanc tous les deux. Donc je l'ai retrouvé 5 minutes avant le live. Donc je suis très content de l'avoir revu aussi. Parce que humainement, je l'apprécie vraiment. Donc voilà, je fais venir que des gens que j'apprécie de toute façon. Enfin, après, j'ai invité d'autres personnes que j'appréciais pas. Mais il faut que je parle avec leur attaché de presse. Donc, leur attaché de presse. D'ailleurs, je te pose la question publiquement. Dans mon live, on m'a demandé de faire venir Jean-Marie Corda. Je crois que tu le connais. Il m'a pas répondu. Si tu peux faire un geste. Je peux faire un geste. Après, c'est ouais. Encore une fois, Ouais. voilà, moi comme je dis, je demande pas. Enfin, tu peux confirmer. Je m'en fous de la communauté des uns et des autres. Moi, ce que je veux, c'est. Est-ce que tu as vu un peu ce qu'il fait? Est-ce que tu as vu un intérêt que vous communiquiez tous les deux? Ça fait rire ma communauté. On est tous confinés, comme je t'ai dit. Là, je raisonne pas. Ok. Tu parles pas à un investisseur. Après, moi, je vais le faire parler d'argent. Je m'en fous du reste. Oui, je sais ce qu'il fait, mais je m'en fous du reste. Donc voilà. Tout ça pour dire que non, le but c'est est-ce que tu es confiné quand même avant qu'on termine complètement, qu'on le sache. Est-ce que sur ton île, parce qu'alors Enzo, je sais pas si on l'a sûrement dit, mais la République dominicaine, est-ce que vous êtes confiné? On est confiné, bien sûr. Ah ouais, vous êtes confiné, vous êtes touché. Il y a un couvre-feu, etc. Ah ouais, il y a un couvre-feu, etc. Ok, d'accord. Et après 17h, t'as plus rien, quoi. Ah ouais, c'est vrai. J'ai envoyé le message. Merci. Bah écoute, c'est super, ça me fait plaisir. C'est Admiral, autant bien le faire. Et du coup, est-ce que, alors moi on va finir en parlant de ça juste parce que c'est drôle. Moi j'ai un problème avec les îles en fait. Tu le sais pas, mais quand j'étais plus jeune, j'ai été avec une Corse et donc j'ai été un petit peu en Corse et je n'aurais jamais pu vivre là-dessus. Je me sentais, tu sais, voilà. Est-ce que ça fait pas bizarre de vivre sur une île? Mais là, moi, je suis vraiment à la ville. Donc, moi, je ressens pas que je vis sur une île, là. Ah ouais, du tout. Tu le ressens pas du tout. Ouais, pas du tout. Ouais. C'est une grosse ville. Je sors quasiment pas de mon condo. Je vis comme un putain d'expatrié richou qui reste quasiment enfermé dans son truc. La majorité du temps, je sors pour aller à la gym. Là, je peux plus sortir pour aller à la gym. Donc, voilà. Ce que je fais en général, c'est deux fois par mois, je vais dans une ferme à côté ici, qui a un pote à moi, pour me mettre au vert et tout. Mais en gros, j'ai pas vraiment la vie d'une île. Ok. Donc je sais pas trop te dire. Par contre, là, tu vois, et venir ici, en Thaïlande, j'allais partir de Bangkok pour aller me mettre face à la mer. Et aujourd'hui, je confirme que je veux vivre face à la mer. Ah ouais, d'accord. Là, t'as vu sur la mer de là où t'es? Pas du tout. Et justement, du coup, c'est ça qui a poussé ma décision. Ok. Bon, ben Enzo, c'est super cool. Je te remercie d'être venu. Merci à toi, Nico. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi, ça a été un plaisir. Merci à tous. Ça fait plaisir qu'il y avait du monde qui nous suivait là, connecté en ligne. Ouais. Pour information, dans une demi-heure, on sera en ligne sur mon YouTube. Donc, si ça vous intéresse, on va parler de quitter le salariat et on va avoir une interview d'une nana qui s'appelle Marie-Camille, qui est une nana hyper intéressante que je suis depuis plusieurs années, qui était venue d'ailleurs à une formation qu'on a fait avec François et qui a quitté aujourd'hui son job pour vivre d'Instagram. On va parler de tout ça. Donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus avec le fait sur la chaîne. Je vous invite à y aller comme il n'y a rien à la télé. Moi j'ai une dernière chose à vous dire. Vous savez que ça fait hyper longtemps que je veux refaire un séminaire. J'en faisais avant, j'ai arrêté. Il faut que vous sachiez, voilà, et il faut que vous sachiez que si je fais un séminaire, le speaker du séminaire est ici. Ça n'a pas changé, je suis quelqu'un de stable et il ne le sait pas, mais je l'appellerai à ce moment-là. Ouais, avec grand plaisir, je viendrai. Voilà. Je viendrai. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toi, Nico. On peut s'appeler aussi en privé. Oui, c'est ça. une chose qu'on peut faire. Mais là, on va les laisser finir leur soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Gros bisous. Ciao à tous.